tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver à l'occasion d'une toute nouvelle vidéo se basant sur le personnage ô combien difficile à traiter qu'est Percy Weasley. Vous le savez, nous adorons passer au crible les personnages créés par J.K. Rowling. Dans son monde magique, rarement un auteur n'aura fourni un panel aussi large de personnages principaux et secondaires tout au long de son histoire. Nous en sommes désormais à plus de 50 personnages traités et que vous pouvez évidemment retrouver dans notre playlist spécialement consacrée à ce panel très riche de personnages. Récemment, nous avons commencé à traiter de la question de la famille Weasley. Après avoir traité de la généalogie de cette famille si importante aux yeux de Harry Potter, nous avions fait un détour par le personnage de Ginny Weasley dans une vidéo pour le coup très longue où nous étions partis à la recherche de son mode de fonctionnement, des ressorts de sa personnalité, mais aussi, bien entendu, de sa place dans l'histoire. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de nous préoccuper de la question d'un autre des Weasley. Et en l'occurrence, c'est le personnage de Percy qui a eu notre préférence pour cette vidéo, car il est évidemment secondaire, mais important, et il demeure pourtant souvent encore un peu trop méconnu, un peu trop en dehors des sentiers battus. Comme souvent, l'adaptation cinématographique, notamment celle de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, a probablement dénaturé de manière assez singulière ce personnage, dont les ressorts restent pourtant pertinents et étroitement liés à un contexte plus large et plus global que les murs de l'école. En tout cas, pour ce qui concerne la fin de l'aventure. Évidemment, nous allons plonger directement dans le cœur du sujet, par parler évidemment de sa petite enfance, avant d'avancer au fur et à mesure dans ce qui a été sa manière de se construire et de se démarquer au sein d'une famille nombreuse comme celle des Weasley. On vous recommande donc de prendre une choco-grenouille et un cookie, car nécessairement nous allons être un tout petit peu long. Percy voit le jour dans le contexte pour le moins extrêmement particulier, qui est celui de la première guerre des sorciers. Troisième du couple formé par Arthur et Molly Weasley, Percy Weasley va tout de suite être plongé dans le bain d'une période ô combien angoissante. Même si son jeune âge évidemment le protège d'une réelle compréhension des enjeux de cette guerre, on peut cependant imaginer qu'il ressent d'une certaine manière au final les difficultés rencontrées par ses parents qui voient le monde autour d'eux s'effondrer petit à petit, dans la mesure où la famille Weasley se trouve finalement aucunement protégée de cette première montée vers le pouvoir de Lord Voldemort. Sa propre mère, Molly Weasley, perdra d'ailleurs ses deux frères, membres de l'Ordre du Phénix, Fabian et Gildeon Privet, qui ont été assassinés par Antonin Dolohov et un commando de Mange-Morts. On peut donc faire l'hypothèse que cette perte aura eu une incidence pour le développement de Percy durant son enfance, mais nous y reviendrons évidemment un peu plus tard dans la vidéo. Harry Potter mettra fin quelques années plus tard à cette première guerre des sorciers. Pendant ce temps-là, la famille s'est considérablement agrandie avec l'arrivée de ses deux frères jumeaux, Fred et George, et d'un autre frère, Ron, qui sera suivi un petit peu plus tard par enfin une sœur, en la personne évidemment de Ginny Weasley. La petite enfance de Percy Weasley n'a pas été documentée outre mesure. Elle ne représente pas un intérêt absolument fondamental dans l'histoire, on est bien d'accord. Cependant, il faut quand même reconnaître qu'il a commencé à se construire quand même dans cette période en montrant évidemment déjà des prédispositions particulières pour les études. Comme de très nombreux enfants élevés dans des familles de sorciers, et c'est d'autant plus le cas dans la famille Weasley, les enfants sont éduqués jusqu'à leur entrée à Poudlard à la maison. En l'occurrence, c'est Molly Weasley qui s'occupe évidemment d'apprendre à lire, écrire et compter à tous les enfants de la famille et à leur donner finalement une sorte d'instruction générale. La vie au terrier en soi n'est pas très compliquée, elle est même heureuse, mais Percy est déjà très différent de ses propres frères. Il est plus calme, il est plus réfléchi, moins enclin à se laisser dépasser par ses émotions. Il est un enfant plus classique en somme et ne participe généralement pas aux bêtises mises en œuvre par la majorité de ses autres frères. Très tôt, il réfléchit de manière assez raisonnée, en tout cas davantage que ses frères. Il comprend assez rapidement que les Weasley sont une famille importante du monde des sorciers, car une famille de sang pur depuis de très nombreuses générations. Il apprend également à faire la différence entre les familles qui mettent en avant la primauté du sang pur sur les autres statuts de sang et la politique spécifique de la famille Weasley qui refuse bien entendu de rentrer dans cette logique-là. En l'occurrence, les Weasley ne se considèrent aucunement comme étant supérieurs à des familles de sang mêlé ou encore à des sorciers qui n'auraient eu que des parents moldus. Bien au contraire. Ceci leur vaut d'ailleurs une forme de mépris de la part de nombreuses autres familles de sang pur. Il est possible, mais nous en reparlerons ultérieurement, que Percy Weasley ait quand même finalement une petite gêne par rapport à cette situation, de manière peut-être d'ailleurs très inconsciente, mais ça reste une possibilité intéressante évidemment à imaginer. On sait que le jeune Percy Weasley fera son entrée à Poudlard en 1987 et qu'il sera réparti évidemment dans la maison Gryffondor comme ses deux aînés avant lui, puisque Bill et Charlie ont suivi le même chemin. Mais Percy Weasley ne sera pas le seul à faire sa rentrée à Poudlard cette année, puisqu'un autre sorcier, cette fois-ci tristement célèbre, va revenir pour la première fois depuis bien longtemps dans l'enceinte du château. En effet, Percy Weasley l'ignore encore à ce stade, mais en choisissant pour animal de compagnie un rat des champs, il va permettre à Peter Pettigrew de retrouver Poudlard. Évidemment, c'est une autre histoire que l'on vous a déjà contée, mais cela demeure quand même un point de détail important dans l'histoire de Percy Weasley. Dès son arrivée à Poudlard, Percy Weasley montre une très grande volonté de réussir académiquement parlant son passage à Poudlard. C'est un élève très travailleur, très curieux et qui a surtout
surtout une immense force de travail, lui permettant ainsi de récolter des résultats globalement impressionnants dans à peu près toutes les matières, et c'est se faire remarquer par ses enseignants qui le voient comme un élève solide et beaucoup plus sérieux que ses deux frères aînés, qui bien que très bons élèves, ont toujours été quand même un petit peu plus dans la normale. On peut imaginer que Poudlard et ses professeurs ne sont pas encore prêts tout à fait à faire la rencontre des frères jumeaux l'année suivante. Bref, vous l'aurez compris, la première année puis la seconde année se passent globalement comme sur des roulettes pour Percy. On sait là aussi peu de choses sur sa troisième et quatrième année, en l'occurrence car elle n'a pas été documentée outre mesure par J.K. Rowling. On sait juste que Percy va faire le choix de suivre l'ensemble des matières optionnelles de la troisième année, même s'il a une légère préférence pour l'étude des moldus et aussi la divination. Ce qui semble pour le coup extrêmement paradoxal vu que Percy Weasley a quand même un esprit extrêmement rationnel et un esprit très cartésien. La science de la divination, enfin si on peut parler de science, demande quand même de grandes capacités d'imagination dans la mesure où cette matière ne repose quand même pas franchement sur grand chose de concret. En tout cas, il continue évidemment à assumer ce qu'il est, c'est-à-dire un élève très travailleur et motivé, et on peut imaginer que cette caractéristique continuera à le poursuivre à l'occasion de sa quatrième année. Percy Weasley continue donc à surfer sur la route du succès et de la réussite pour lui. Il n'y a aucune limite à ses ambitions et il sait se donner les moyens pour y arriver. À l'instar de ce qu'il se passera pour Ron et Hermione, la nomination des préfets a bel et bien lieu en cinquième année. À ce moment-là, évidemment, Percy Weasley était un candidat très fort pour être nommé préfet de la maison Gryffondor. Évidemment, ses parents sont on ne peut plus fiers de lui, et avec un fils aussi doué et capable d'accomplissements académiques aussi impressionnants, on ne pourrait pas imaginer le contraire. Malgré une situation financière on ne peut plus périlleuse, les Weasley vont quand même tenir à saluer cette nomination en achetant à Percy de nouvelles robes de sorcier et un hibou également du nom de Hermès. C'est ainsi que Croutard changera de maître puisqu'il sera donné à Ron qui s'apprête tout juste à faire son entrée à Poudlard. Sans le savoir, la nomination de Percy en sa qualité de préfet va venir changer de très nombreuses choses puisque Croutard va pouvoir espionner désormais directement Harry Potter. Toute cette situation est purement fortuite, mais force est de constater que pour Petit Gros, l'alignement des planètes semble quand même assez remarquable, voire même d'ailleurs assez troublant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Percy Weasley tient en grande estime son nouveau rôle et prend cette fonction très à cœur. Les tâches d'un préfet au sein de Poudlard tiennent quasi uniquement à la question de la discipline et du bon respect du règlement. Il a également en charge de participer à l'accueil des premières années qui se voient réparties au sein de sa maison, en l'occurrence Gryffondor. Percy Weasley est un partisan assez clair de l'autorité, veille au grain, il met un certain cœur à l'ouvrage, traque sans relâche les moindres incivilités, on pourrait presque le trouver même assez angoissant comme garçon. Mais ce qui est certain, c'est que l'autorité, mais aussi le pouvoir, le fascine, et cela aura son importance pour la suite de son histoire, une importance même prépondérante. Plus il exerce son pouvoir de préfet, plus il devient distant, lointain et disons-le relativement imbu de sa personne. D'autant plus que Percy Weasley continue évidemment de travailler comme un forcené pour ne pas perdre de vue la réussite qu'il espère avoir pour sa carrière future. Vous le savez, la cinquième année à Poudlard est une année charnière dans la mesure où cette année est sanctionnée par l'obtention ou non des BUS, à savoir le brevet universel de sorcellerie élémentaire, qui est un peu l'équivalent du baccalauréat dans le monde moldu français. Les BUS permettent de savoir si un sorcier sera en capacité de faire usage de la magie avec une certaine maîtrise et une forme de sagesse. À partir de l'obtention des BUS, on estime qu'un sorcier a fini sa formation initiale pour ensuite intégrer une formation plus spécialisée avec les aspics. Percy Weasley performera évidemment à cet examen puisqu'il obtiendra ses 12 BUS, égalant ainsi le record détenu par son frère aîné, Bill. Cela aussi fera évidemment la joie de Arthur et Molly Weasley. Cependant, la réussite académique de Percy ne lui fait pas non plus perdre le nord et comme tout garçon de son âge, il commence à ressentir les premiers émois de l'adolescence. On sait qu'il commencera à entretenir notamment une relation avec Pénélope Dauclair, une élève de Serdaigle pour qui il a clairement le béguin. Point intéressant dans cette relation qui n'a rien de particulièrement extraordinaire, c'est que Percy la gardera finalement très secrète. Il se gardera bien d'en parler à sa famille. Nous avons souvent la vision d'une famille Weasley où l'ambiance familiale serait absolument parfaite, presque en communion d'esprit et avec un esprit de famille particulièrement fort. Cependant, ce n'est quand même pas tout à fait vrai et on va commencer à lever le voile sur ce sujet avec le fait que Percy Weasley n'abordera jamais cette relation naissante avec sa famille. Alors, on peut mettre ça évidemment sur le coup de la timidité, c'est possible, sur le fait qu'il ne souhaitait pas faire l'objet de tous les colibés possibles et imaginables en provenance de ses frères, ça c'est même fort probable. Mais on peut le voir aussi d'une manière totalement différente, car on peut émettre la théorie qu'il souhaite rester extrêmement discret sur tout ce qui a attrait à sa vie privée, comme s'il souhaitait déjà instaurer quelque part une forme de barrière entre sa famille et ses amis. C'est évidemment très discret, mais ça a le mérite quand même d'exister car cela demeure pour le moins pertinent compte tenu de la suite
de son histoire. Lorsqu'il fait son entrée en 6e année, c'est-à-dire dans les événements de Harry Potter et la Chambre des Secrets, Percy Weasley passe le plus clair de son temps à échanger des lettres avec Pénélope Dauclair durant les vacances. Cela attirant d'ailleurs une certaine forme de curiosité de la part de ses frères. Percy Weasley reste la plupart du temps dans sa chambre pendant son séjour au terrier. Alors on sait qu'il travaille beaucoup, même énormément, mais on peut quand même noter une certaine forme d'isolationnisme qui peut devenir au fur et à mesure relativement quand même préoccupante encore une fois. De retour à l'école, Percy Weasley redevient le préfet qu'il n'a jamais cessé d'être au final, comme à son habitude. Il fait preuve d'une très forte autorité et d'une motivation sans faille de la conduite de ses matières. Il continue à suivre son plan de carrière en somme, et Percy Weasley est lors de cette 6e année dans une forme de complexité, car il doit assumer d'une part ses missions de préfet, ses aspics, mais jouer aussi un peu le rôle de chef de famille si on ose dire. Étant l'aîné des 5 Weasley présents à Poudlard durant cette période, il faut se souvenir que l'intrigue de la Chambre des Secrets met certes à rude épreuve toute l'école, mais a des répercussions importantes pour le clan Weasley. Tout d'abord vis-à-vis de Harry Potter, puis vis-à-vis de Ginny Weasley qui n'est pas du tout au meilleur de sa forme, comme vous le savez. De plus, Percy doit redoubler de vigilance dans un contexte où la Chambre des Secrets a été ouverte et que si la légende dit vrai, un grand mystère, un monstre se balade dans les couloirs. Or, les préfets ont quand même une prérogative de manière assez évidente de participer à une certaine dimension de la sécurité de Poudlard. On peut imaginer là aussi une forme de stress. Percy se montre d'ailleurs de manière plus prononcée que d'habitude dans une dimension affable de son personnage. Il est exaspéré par le comportement de ses frères jumeaux vis-à-vis de Harry Potter, mais aussi vis-à-vis de Ginny Weasley dont il perçoit bien le malaise. C'est d'ailleurs, et il faut le remarquer, le seul à percevoir que sa jeune sœur ne va pour le coup pas bien du tout. Il tentera même probablement maladroitement de prendre un peu soin d'elle, mais plus sous l'aspect en fait médical et du soin qu'autre chose, cela l'empêchant évidemment de se rendre compte de la réelle nature du problème que rencontrait sa jeune sœur. L'anxiété de Ginny Weasley, dont tout le monde semble plus ou moins, on va le dire entre nous, se contrefoutre, est pourtant réelle. On pourra donner gage à ce moment-là à Percy Weasley de l'avoir remarqué, même si cartésien et rationnel comme il demeurera probablement dans une posture assez autoritaire et cartésienne sans vraiment chercher à comprendre la psychologie de sa sœur. On ne se refait pas, Percy Weasley, quelque part, reste quand même un peu un robot. Il y a chez Percy un certain paradoxe, avec d'un côté une forme d'isolationnisme vis-à-vis de sa famille, où on sent bien qu'il cherche à fuir un petit peu ses origines, ou tout du moins le mode de vie des Weasley, et en même temps, il sait se montrer parfois attentif à ses frères et sœurs, mais dans une dimension souvent très autocentrée. Un événement d'ailleurs est particulièrement intéressant et va survenir quelques semaines après la seconde attaque du monstre contenu dans la Chambre des Secrets. Percy Weasley, en plus de ses missions de préfet et de tout le reste, trouve toujours quand même un petit peu de temps pour sa chère et douce Pénélope Dauclair. On sait qu'un jour, Ginny va surprendre Percy et Pénélope en fâcheuse posture dans une salle de classe vide. Dans la tête de Percy Weasley, cet événement a profondément choqué Ginny. Ce qui est possible, on va pas dire le contraire. Et en fait, n'a peut-être fait que renforcer l'état de léthargie dans lequel elle se trouve à cette époque et en fait depuis la rentrée à Poudlard. Mais là aussi, la vision très autocentrée de Percy l'aura totalement empêché de comprendre ce qu'il avait sous les yeux, et pire encore, une fois où il surprendra Harry, Ron et Ginny alors que cette dernière essaye de dire ce qu'elle traverse, il l'interrompra ayant peur que le secret de sa relation ne soit découvert. Tristesse de l'âme de celui qui ne sait voir ce qui pourtant lui fait face. Percy ne sera pas épargné lors de cette année, puisqu'un peu plus tard, il va vivre une épreuve pour le moins difficile, puisque Pénélope Dauclair va malheureusement être victime du basilic et être pétrifiée en même temps qu'Hermione Granger. Percy reste relativement seul face à ce drame dont il ne parle pas et qu'il intériorise totalement. On ignore exactement la manière dont il passe cette épreuve, cette période n'a pas été documentée outre mesure, d'autant plus que très peu de temps après, il va devoir faire face à un drame encore plus horrible, pour peu qu'il y ait une échelle d'ailleurs dans ce genre de situation et d'horreur. Il apprend en effet que Ginny Weasley a été capturée par le monstre de la Chambre des Secrets et qu'elle n'en reviendra pas. Se passe alors un événement que l'on pense être déterminant pour lui, c'est qu'il va informer les parents de cet enlèvement. Alors, ce passage de Harry Potter et la Chambre des Secrets demeure pour le moins quand même un étonnement, car en toute logique, un enseignant de Poudlard, ou même le directeur, aurait dû se charger de cette besogne, et non pas un membre de la propre famille. On a quand même un peu le sentiment que Percy surjoue à ce moment-là le rôle de chef de délégation des Weasley qu'il s'accorde à Poudlard, et ce sentiment est un petit peu gênant à notre sens, parce que c'est vrai qu'il finalement se donne une autorité et quelque part une capacité en fait à gérer un sentiment et un fait grave avec une certaine distance, et c'est franchement très troublant. Heureusement, tout finira bien. Ginny sera sauvée par Harry Potter et Pénélope Dauclair sera ranimée grâce au filtre de Mandragore parfaitement administré par Pomena Fauchourave, et cela ouvre donc à Percy une nouvelle page de sa vie. Peut-être a-t-il réalisé ce qu'il a failli perdre, mais rien n'est moins sûr. Tout du moins, il se montre un petit peu plus ouvert que d'habitude dans le Poudlard Express et semble un peu plus enclin à parler de lui et de sa vie privée.
Percy aborde donc sa dernière année à Poudlard de manière peut-être un brin plus léger. Durant l'été, on sait qu'il partira en Égypte avec sa famille suite à un gain de 700 galions à la loterie de la Gazette du Sorcier. C'est d'ailleurs là-bas qu'il apprendra qu'Albus Dumbledore a fait le choix de le nommer en qualité de préfet en chef. Choix logique, vu le parcours de cet élève irréprochable d'un point de vue scolaire et d'un point de vue disciplinaire. Percy Weasley est très fier de cette position naturellement et prendra grand soin de le faire savoir à absolument tout le monde. D'autant plus que les événements dans le monde magique, et surtout autour de Poudlard, vont lui donner l'occasion de montrer finalement parfaitement ce qu'il sait faire. L'évasion du criminel Sirius Black, faisant la une de l'actualité depuis des semaines, on comprend très rapidement que la situation à Poudlard s'annonce tendue. Est-il dans le secret des dieux autour de l'intérêt que pourrait porter Sirius Black au sujet de Harry Potter? Il n'est absolument pas impossible en effet que cela soit le cas. Il a pu être informé par son père en cas de besoin, ou par sa mère d'ailleurs qui lui a demandé de veiller spécifiquement à la sécurité de Harry Potter. Percy Weasley va assurer durant cette dernière année de Poudlard une part de la sécurité du château tout en ayant un œil sur ce que pouvait faire Harry Potter, dont on connaît le talent absolument remarquable pour toujours se trouver au milieu de tous les ennuis possibles et imaginables. Albus Dumbledore semble tout à fait faire confiance à Percy Weasley puisqu'il laissera les élèves campant dans la grande salle sous sa sécurité pendant que le château sera fouillé par les professeurs suite à une intrusion de Sirius Black. Percy n'aura jamais été en mesure, lui par contre, de se confronter effectivement à Sirius Black. À la fin de l'année, il passe haut la main ses aspics et achève donc ainsi son parcours scolaire et universitaire en quelque sorte. Compte tenu du résultat absolument formidable qu'il obtient, le temps est venu pour lui de s'envoler vers une carrière ministérielle très prometteuse. Tout du moins, c'est ce qu'il espère. On ne sait pas exactement comment se passe pour lui le départ de Poudlard. On peut imaginer qu'il quitte sans trop de difficultés l'école. Lui qui était tellement envieux finalement de réaliser toutes ses ambitions, peut-être regrette-t-il l'abandon temporaire de l'autorité dont on lui avait donné la charge en tant que préfet puis préfet en chef, mais rien n'est moins sûr. Le propre d'un parcours académique, après tout, est d'arriver quand même à terme un jour pour ouvrir une nouvelle voie. On peut donc imaginer que c'est dans cet état d'esprit que se trouve Percy Weasley à ce stade de l'histoire. Nous sommes à présent au moment des événements de Harry Potter et la Coupe de Feu. Et donc, Percy Weasley n'a plus la même place dans le roman, dans la mesure où ce dernier va devenir un personnage encore plus secondaire, mais qui sera toujours d'une manière ou d'une autre dans le récit. En l'occurrence, il trouve assez rapidement un travail au ministère de la Magie, comme il l'avait toujours souhaité et prévu. Il faut dire qu'il a su parfaitement se donner les moyens pour parvenir à cet objectif. On ignore exactement jusqu'où va l'ambition de Percy Weasley dans sa tête, mais ce qui semble absolument certain, c'est qu'il a de la suite dans les idées et que le pouvoir l'attire très fortement. Il est embauché dès l'été suivant sa sortie de Poudlard pour intégrer le département de la coopération magique internationale, placé sous l'autorité d'un personnage bien connu des arcanes du ministère de la Magie et qui bénéficie du respect de ses pairs. Comme vous l'aurez deviné, il s'agit de Bartemius Compton Senior. Percy Weasley est absolument ravi de travailler pour cet homme au passé si illustre qui, à travers tous les postes qu'il a occupés, a su incarner ses fonctions avec rigueur et force. C'est un homme de pouvoir, peut-être celui que Percy ambitionne un jour de devenir. Il faut dire que ce que l'on sait du personnage de Barty Croupton Senior peut nous laisser imaginer que jeune, il devait ressembler de manière assez bluffante effectivement à Percy Weasley. C'est quelqu'un de rigoureux, de particulièrement attaché à ce que les choses soient bien faites et de manière professionnelle. Alors, évidemment, Percy Weasley n'est pas en charge de dossiers d'une importance titanesque, même s'il dirait exactement le contraire, mais il est jeune et donc il doit faire son apprentissage. Il commence donc de manière assez classique à traiter des dossiers qu'on l'on donne généralement aux débutants pour mesurer leur capacité d'une part, et d'autre part parce qu'on ne sait toujours pas véritablement quoi bien faire d'eux. La première tâche dont doit s'acquitter Percy Weasley n'est pas nécessairement exaltante en effet, car il doit s'occuper avant toute chose de rédiger un rapport sur la création d'une norme concernant grosso modo la qualité des chaudrons. Ce passage est assez drôle car devant la circonspection manifeste de ses frères et sœurs, Percy va se lancer dans une analyse géopolitique incontestable sur les risques encourus par les consommateurs de recourir à des chaudrons de moindre qualité qui peuvent donc s'avérer dangereux. On se croirait presque à une réunion de technocrates à la Commission européenne de Bruxelles. Cela nous montre au moins que le monde magique peut parfois être aussi absurde qu'une réunion de la Commission européenne, c'est dire. Peut-être Percy trouve en effet ce rapport passionnant, mais on peut imaginer qu'il se rend bien compte au fond de lui-même que tout cela n'a absolument aucun sens. D'autant plus que ce n'est pas l'activité évidemment qui manque au sein de ce département prestigieux du ministère de la Magie. Entre d'une part la Coupe du Monde de Quidditch, mais aussi d'autre part le retour du tournoi des Trois Sorciers, il n'est franchement pas en première ligne, c'est le moins que l'on puisse dire. Cependant, Percy reste fidèle quand même à sa personnalité et continue à se donner à fond dans son travail. Il ne rechigne pas même durant ses vacances et ses temps de pause pour donner le meilleur de lui-même. Il se montrera souvent d'ailleurs très peu courtois avec ses frères
et sœurs pour qu'il ne fasse par exemple pas trop de bruit afin de ne pas le déconcentrer dans son travail absolument si primordial. Il se rendra par la suite à la Coupe du Monde de Quidditch avec sa famille, Harry et Hermione compris. Il croisera d'ailleurs à cette occasion Barty Croughton Senior qui sera en incapacité totale de se rappeler de son nom exact, à son grand désarroi probablement, car le reste de sa famille évidemment va s'en rendre compte et ça c'est un peu la honte. Il faut dire quand même que ce détail, un brin comique, n'est pas non plus quelque chose de particulièrement flatteur. Alors qu'Arthur Weasley fait partie des cadres du ministère depuis très longtemps. Percy en ressent-il une forme de ressentiment? Difficile à dire si c'est le cas, en tout cas il n'en dit mot. Il assiste à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, mais demeure quand même relativement silencieux et peu enclin à célébrer l'événement de la même manière que les autres Weasley. Percy est toujours dans une forme assez étonnante de retenue et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a du mal à s'en débâtir. Lorsque les Mangemorts décident de faire une action coup de poing à l'occasion de la soirée célébrant la fin de cette nouvelle Coupe du Monde de Quidditch, Percy n'hésite pas une seule seconde à aller se battre aux côtés de son père et des forces du ministère, bataille au cours de laquelle il sera très légèrement blessé, mais en tant qu'employé du ministère, son devoir était de se joindre aux autres pour ramener évidemment l'ordre. Le retour des Mangemorts lors de cet événement sportif, qui plus est international, n'aura pas un impact titanesque sur le monde des sorciers, mais pour le ministère de la Magie, cela cause quand même un surcroît de travail assez impressionnant et même dangereux pour les neurones de ses employés. Percy Weasley va avoir pour le coup un travail de titan puisqu'on va le mettre en charge de répondre à toutes les beuglantes reçues par les spectateurs affolés et traiter aussi toutes les demandes d'indemnisation, parfois totalement abracadabrantesques, faisant suite à l'attaque et aux biens perdus par les sorciers qui étaient présents. On ne peut pas dire que cela soit une expérience absolument passionnante car pour le coup il est particulièrement exposé à subir toute la haine et la tristesse des uns et des autres. Son travail doit être particulièrement routinier, d'autant plus qu'il demeure quand même pour le moment relativement loin de l'épicentre même du pouvoir et même de son supérieur qui ne semble guère se préoccuper de lui et continue encore et toujours à oublier plus ou moins son nom. D'ailleurs, Percy ne l'accompagnera même pas à l'occasion du dévoilement de la coupe de feu à Poudlard ni même à la cérémonie de désignation. Cependant, peu de temps après, Barty Croughton Senior va donner une promotion à Percy Weasley en le faisant devenir son assistant personnel. Chose bien pratique dans la mesure où Croughton va tomber étrangement malade et disparaître pendant des mois ne livrant ses consignes plus que par hibou. C'est ainsi que Percy va prendre en charge de très nombreuses tâches et activités qui auraient dû incomber à son patron et va donc le représenter dans un certain nombre de représentations officielles, comme c'est le cas par exemple pour le bal offert à Poudlard dans le cadre du tournoi des Trois Sorciers, et va aussi rencontrer des autorités magiques internationales comme le chef de la coopération magique transylvanien par exemple. Il sera même parmi les juges lors de la seconde tâche du tournoi des Trois Sorciers puisqu'il présidera effectivement le jury pour juger d'un certain nombre de choses et d'actes commis évidemment par les candidats. Percy Weasley ne remet jamais en question cette situation pour le moins étrange. Il reste fidèle à l'excès aux instructions reçues consciencieusement par hibou tous les jours. Il n'éprouve pas non plus le besoin d'informer sa hiérarchie sur cette situation pour le moins quand même inquiétante, d'autant plus que ce n'est pas la première disparition inquiétante qui frappe le ministère de la Magie cette année-là, dans la mesure où Bertha Jorkins, qui a travaillé d'ailleurs longtemps pour Barty Croughton, mais aussi pour Ludo Verpé, a disparu elle aussi lors d'un voyage en Albanie. On est donc dans une situation pour le moins étonnante. Personne n'a vu Barty Croughton depuis au moins la fin de la première tâche du tournoi des Trois Sorciers, ce qui commence quand même largement à remonter. Cependant, quand ce dernier va finalement réapparaître dans le parc de Poudlard, il semble pour le moins très confus et sera retrouvé mort même quelques heures plus tard. Dès lors, le ministère de la Magie, informé par Albus Dumbledore, va tout de suite comprendre que quelque chose ne tourne absolument pas rond et qu'il se passe quelque chose d'absolument anormal au département de la coopération magique internationale. Percy se retrouve donc dans une certaine forme de tourmente le concernant pour divers manquements aux règles primaires de sécurité du ministère de la Magie. Percy Weasley fera l'objet de plusieurs interrogatoires et de plusieurs enquêtes pour retracer toute cette histoire et les éventuels manquements dont il aurait été coupable ou tout du moins complice. À partir de ce moment-là, Percy Weasley ne sera plus du tout en mesure de représenter le département et le ministère de la Magie et c'est Cornelius Fudge en personne qui reprendra le pouvoir et représentera notamment le ministère lors de la troisième tâche du tournoi des Trois Sorciers. On peut imaginer le trouble extraordinairement difficile à vivre pour Percy Weasley de se rendre compte qu'il a été dupé pendant des mois et que sa carrière ministérielle risque probablement d'en pâtir de manière assez sévère. Cependant, les enquêtes menées par les Aurores ne prouveront au final aucun manquement aux règles et aucune erreur ne pourra lui être imputable dans la mesure où il a suivi les consignes données par un supérieur hiérarchique. On peut imaginer cependant que Percy Weasley est quand même placé sous très étroite surveillance afin de ne pas réitérer d'autres exploits de ce genre. Heureusement pour lui, les événements qui surviennent lors de la tâche finale du tournoi des Trois Sorciers vont lui donner l'occasion de se refaire une sorte de virginité. Nous sommes dans l'été qui sépare les événements à ce moment-là de Harry Potter et la Coupe de Fée et
ceux de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et cet été est pour le coup propice à la mise en place d'un décor qu'on ne pouvait franchement pas imaginer. On aurait pu imaginer que le retour de Lord Voldemort au sommet de sa puissance allait conduire le ministère à rentrer en guerre, mais en l'occurrence, par peur, Cornelius Fudge va réfuter à plusieurs reprises la version donnée par Harry Potter et défendue par Albus Dumbledore. Fudge va s'escrimer à déployer toute une action de propagande visant à pervertir l'image que les gens peuvent avoir de Dumbledore et de Harry Potter. De manière très claire, Fudge choisit de diviser la communauté des sorciers entre d'un côté les loyalistes et les rebelles qui demeurent auprès de Dumbledore et de l'Ordre du Phénix qu'il a réactivé pour tenter de contenir la menace. Alors, quelle est la place de Percy Weasley dans cet univers en pleine transformation? Il faut dire que sa place sur le papier n'est pas franchement idéale dans la mesure où il a subi un bon nombre d'enquêtes suite à la disparition de Barty Croughton Senior et aux révélations en cascade sur ce personnage, et en plus, il est le fils d'une famille connue et reconnue pour apporter son soutien à Dumbledore en tout temps. Il ne coche donc aucune des cases pour être, entre guillemets, loyal au ministère. Seulement, Percy est un homme d'autorité et loyal à cette dernière. Ainsi, il va opérer un choix pour le moins très étonnant et franchement assez angoissant, celui de la trahison, même si cela n'était peut-être pas son intention première. Au sein du ministère de la Magie, toute l'infrastructure du ministère cherche des moyens pour affaiblir Harry Potter, Albus Dumbledore et évidemment ses alliés. En l'occurrence, Percy va servir aussi dans la stratégie de désinformation. Fudge, voyant que ce Weasley, reconnu quand même pour être un travailleur très sérieux, assez rapidement, il va se dire que Percy Weasley pourrait demeurer quand même quelqu'un de très loyal au ministère et au ministre lui-même, malgré le fait qu'il appartienne grosso modo à une famille de traîtres. Alors, on ne sait pas si le choix de Percy est un choix carriériste ou un choix raisonné et aveuglé par son amour pour le ministère et pour l'autorité et le pouvoir. Cependant, peu importe la raison, ce ralliement à Fudge va créer un incident dans la famille Weasley. Quand Percy est nommé assistant du ministre de la Magie, le moins que l'on puisse dire c'est que l'information passe sacrément mal auprès d'Arthur Weasley qui est pour le moins furieux de cette situation et de cette promotion. On sait qu'une dispute particulièrement violente va éclater à l'occasion d'une visite de Percy au terrier. Des mots horribles vont être échangés, Percy reproche à ses parents de trahir le ministère de la Magie pour s'engager auprès de Dumbledore, ce qui va faire de des traîtres, le mot est fort, que contrairement à eux, il sait à qui il est loyal, c'est-à-dire à la seule autorité légitime, et qu'il fera désormais savoir à qui de droit, à qui va sa loyauté, et qu'il n'appartient même plus à cette famille désormais. On sait d'ailleurs que Percy quittera définitivement le terrier à ce moment-là. Arthur et Molly Weasley sont particulièrement dévastés par cette situation. Il faut dire qu'il y a de quoi, d'autant plus qu'Arthur pense que la promotion de Percy auprès du ministre de la Magie aurait pu avoir pour but de surveiller Dumbledore et Harry Potter. En réalité, la vérité est quand même encore plus sombre que cela. À cause de cette situation, Percy Weasley affirme aussi les faiblesses de son personnage et surtout ses propres limites. L'opposition qu'il a notamment avec son père, chez qui il pointe un manque d'ambition criant, en dit long sur la manière dont Percy imagine sa vie et la manière dont il se livre corps et âme au pouvoir et à l'ambition qu'il a recherché toute sa vie. Percy se sent supérieur en tout et en toute chose. Il est au-dessus de tous, il est au-dessus de tous ceux qu'il ne juge pas être suffisamment ambitieux ou intelligents. En somme, on a la confirmation qu'il a une très haute opinion de lui-même, ce que l'on pouvait deviner évidemment depuis notre première rencontre avec ce personnage quand même si particulier. Percy Weasley va consommer donc cette rupture plus que symbolique avec sa famille et va se livrer corps et âme dans son nouveau travail qu'il prend très au sérieux, c'est le moins que l'on puisse dire. Il agit même avec un certain excès de zèle. On le voit notamment lors de la convocation de Harry Potter devant le Magna Maggot, suite à l'usage de la magie devant des moldus qu'il a opéré pour se débarrasser des détraqueurs, l'attaquant à Little Winning avec son cousin Dudley. Ce jour-là, Percy est aux côtés du ministre de la Magie pour jouer le rôle du greffier dans ce simulacre d'institution judiciaire qu'est devenu le Magna Maggot sous l'ère Fudge. Percy ne jettera même pas un coup d'œil à Harry Potter. Pour lui, c'est un traître qui ne mérite qu'une seule chose, être condamné pour avoir violé les lois en vigueur et notamment le code international du secret magique. Grâce à l'intervention d'Albus Dumbledore, Harry ne sera pas inquiété et donc pas condamné, ce qui fera dire plus tard à Percy que Harry Potter a échappé aux sanctions par des pirouettes juridiques, mais qu'il demeure pourtant bel et bien un criminel. Il en fera d'ailleurs part à son jeune frère Ron Weasley, tout juste nommé préfet de Gryffondor. Percy Weasley se croira autorisé et malin, malgré la séparation familiale, d'écrire à Ron Weasley pour lui dispenser ses conseils. Dans cette lettre particulièrement abjecte, il invite Ron à se détourner de Harry Potter qui aurait une mauvaise influence sur lui et le pousserait ainsi que toute sa famille sur une voie bien dangereuse, celle de soutenir Albus Dumbledore. Il invite Ron à se concentrer davantage sur ses études et sur son avenir et de profiter de sa position de préfet pour choisir le bon camp. La lettre
se veut aussi mielleuse que menaçante au final. Heureusement, Ron n'aura d'autre réaction que de jeter cette lettre au feu, cependant le contenu heurtera, on le sait bien évidemment, Harry Potter. D'autant plus que les événements à Poudlard ne sont quand même pas très joyeux en ce début d'année scolaire, dans la mesure où Dolores Umbridge commence déjà à faire des siennes, et Percy répondra d'ailleurs aux questions de la Gazette du Sorcier en apportant son soutien à Umbridge, tout juste nommée Grande Inquisitrice, ce qui vaut une forme de crédibilité, car apportée par un ancien préfet en chef de Poudlard tout fraîchement diplômé. Percy a donc définitivement basculé du côté obscur, et même des événements dramatiques ne lui permettront pas de revenir sur le droit chemin. Pourtant, les signes d'un retour de Lord Voldemort sont bien présents. Entre mystérieuse disparition d'un côté, assassinat et multiples rumeurs, le ministère est quand même sous pression. Mais ce pouvoir politique, aux dimensions pour le coup dictatoriales, a vite fait de balayer toutes les accusations d'un revers de manche, préférant détourner l'attention quitte à inventer une vérité parallèle. Signe, s'il en était besoin, d'un pouvoir politique aussi faible qu'il ne paraît fort. Bref, laissons là les considérations politiques pour revenir à notre personnage du jour. On sait qu'Arthur Weasley, peu avant Noël, va subir l'attaque de Nagini au sein du département des mystères au ministère de la Magie, alors que ce dernier protège la prophétie. Cet événement aurait dû permettre à Percy Weasley peut-être de se réconcilier avec sa famille. Son père mourant aurait pu le pousser peut-être à réfléchir davantage, mais ce ne fut malheureusement pas le cas, bien au contraire, et cela prouve que le chemin pris par Percy semble à ce stade-là de l'aventure absolument sans retour. En effet, il ne se rendra à aucun moment au chevet de son pauvre père, hospitalisé pendant des jours et des semaines au sein de l'hôpital Sainte-Mangouste. Quand sa mère lui adressera son cadeau de Noël, malgré tout, ce dernier lui renverra sans un mot et sans même avoir ouvert le paquet. Cela en dit assez long sur l'état psychologique et sur la rupture manifeste qui semble désormais totalement consommée. On sait pourtant que quand des drames surviennent à l'intérieur même d'une famille, quand bien même elle soit divisée, la majorité du temps, il y a quand même un pas qui est fait dans le bon sens. En l'occurrence, Percy lui reste totalement insensible, ce qui fait basculer le personnage dans une dimension quand même bien sombre, comme s'il classifiait définitivement sa famille comme perdue pour la cause, comme des ennemis, comme des traîtres. Il semble plus endoctriné que jamais par les théories complètement loufoques et malsaines d'un ministère de la magie lancé en pleine dérive. Percy sera-t-il récupérable? À ce stade, on peut franchement en douter, et ça ne va pas aller, vous allez le voir, en s'améliorant. Lorsque Dolores Umbridge découvre l'existence de l'armée de Dumbledore et se trouve donc en capacité de prouver enfin par un fait précis le fait qu'Albus Dumbledore est un traître et souhaite prendre le pouvoir, elle convoque toute séance tenante, comme on le dit, le ministre de la Magie à Poudlard pour procéder à l'arrestation d'Albus Dumbledore. Percy Weasley, en tant qu'assistant personnel de Cornelius Fudge, est évidemment présent pour servir en quelque sorte de greffier à Fudge qui prononce la sentence sans même un quelconque procès. Percy Weasley est comme à son habitude rigide et relativement malsain. Il procède ainsi à la transcription des actes et fait une copie pour le faire parvenir à la Gazette du Sorcier. Seulement, Albus Dumbledore s'échappera grâce à sa magie et à son phénix. Percy échappera de peu au sort lancé par Dumbledore car il était déjà parti à destination de la volière. On peut imaginer à quel point il sera absolument furieux de voir ainsi l'autorité du ministre et par conséquent du ministère être totalement remis en cause une nouvelle fois encore par Albus Dumbledore. Peu de temps après se déroule évidemment la bataille du département du ministère où tout est dévoilé au final. La vérité du retour de Voldemort apparaît bel et bien au grand jour. Il est désormais incontestable que le ministère s'est fourvoyé dans une stratégie qui aura probablement fait perdre beaucoup de temps pour organiser la résistance. On pourrait penser que cet événement remettrait Percy dans le droit chemin, compte tenu du fait que toutes les théories du ministère et donc de son ministre se sont totalement effondrées. Mais Percy Weasley ne lâchera rien, bien entendu, il ne pourra plus nier le retour de Lord Voldemort, mais il continuera à assumer ses fonctions et à ne surtout pas vouloir assumer ses responsabilités et ses fautes dans cette histoire. Pire, il continuera même à soutenir Cornelius Fudge et à se tenir à sa droite, alors que Cornelius Fudge est sur le départ. En effet, ses mensonges et ses manipulations ont conduit la communauté magique à se poser de nombreuses questions sur ses méthodes, et évidemment tout cela débouchera à son remplacement pur et simple. Cependant, il sera suffisamment malin pour conserver son poste auprès de Rufus Grimgeour, lorsque ce dernier deviendra le tout nouveau ministre de la magie. On comprend plus tard pourquoi d'ailleurs, et cette décision n'a, vous le verrez, absolument rien à voir, ou presque, avec sa capacité de travail ou ses qualités professionnelles. Percy Weasley persiste et signe, il n'a toujours pas repris contact avec sa famille. Pas un mot, pas un échange. Molly Weasley, toujours durement affectée par la perte donc de l'un de ses fils, essaye de donner le change en expliquant qu'il doit être trop occupé par son travail. Mais personne n'est dupe, absolument personne dans l'entourage de la famille Weasley. Seulement, cette situation ne perdurera pas, non pas parce que Percy Weasley aurait eu ce qu'on pourrait appeler un repentir d'artiste, mais parce qu'il va être forcé à retourner au terrier pour la première fois depuis plus d'une année. Nous sommes à ce moment-là durant les vacances de Noël, pendant
pendant les événements de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Il faut bien se rendre compte que la période que traverse le monde de la magie britannique est pour le moins compliquée, que le ministre de la magie cherche à rassurer sa communauté. Pour cela, il ambitionne depuis son arrivée de réussir à recruter Harry Potter, l'élu, à ses côtés afin de donner le sentiment que le ministère de la magie prépare enfin la contre-attaque contre Voldemort. Harry Potter ne souhaite aucunement être récupéré politiquement. À Poudlard, il est protégé, mais au Terrier, évidemment, rien ne peut empêcher le ministre de la magie de venir en dehors de la présence, évidemment, d'Albus Dumbledore. C'est donc en usant de Percy Weasley que Scrimgeour va s'inviter chez les Weasley. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'arrange pas du tout, mais alors pas du tout Percy, qui ne souhaite aucunement être confronté à sa famille. Pourtant, il n'a pas le choix, mais on sait désormais pourquoi Scrimgeour a jugé bon de conserver Percy Weasley à ses côtés. Il souhaite exploiter les connexions, même inexistantes ou amoindries, de son collaborateur pour arriver à ses fins, et c'est quand même, franchement, relativement malin. L'arrivée de Percy Weasley au Terrier n'arrange absolument personne non plus, et ne fait plaisir en gros qu'à Molly Weasley, car les autres, Arthur compris, montrent une forme de défiance toute naturelle à son encontre. C'est plutôt logique et c'est plutôt normal. Percy, lui aussi, se montre glacial et n'échangera que de très brèves paroles vis-à-vis de sa mère avant de devoir prendre la fuite rapidement après que Fred, George et Ginny se soient rués sur lui. De plus, Harry Potter ayant opposé une fin de non-recevoir à Scrimgeour, le moins que l'on puisse dire c'est que cette opération aura été foireuse pour les deux impétrants du début à la fin. Chacun repart avec ses humiliations et ses problèmes, ce qu'il y a de certain c'est que la rédemption ne semble donc évidemment pas à l'ordre du jour. On retrouvera Percy ensuite aux obsèques d'Albus Dumbledore où il sera présent dans la large délégation envoyée par le ministère de la Magie à cet événement si triste. Nous passons désormais à la presque ultime étape de notre voyage, puisque c'est aux événements de Harry Potter et les reliques de la mort que nous allons désormais nous référer. On sait que la famille Weasley fête en très grande pompe le 1er août le mariage de Bill et de Fleur de la Cour. Molly Weasley espérait de tout cœur que cet événement permettrait de sceller une fois pour toutes une réconciliation, ou tout du moins un début de réconciliation. À son grand désespoir, Percy Weasley n'apparaîtra pas et ne donnera aucun signe de vie alors qu'il s'agit quand même du premier mariage de la fratrie. Percy Weasley a de la suite dans les idées et un ego pour le moins très mal placé. Après, si on veut atténuer quelque peu notre propos, on peut aussi mettre ça sur le compte du coup d'état, évidemment intenté par les Mange-Morts sur le ministère de la Magie et la mort de Rufus Scrimgeour. Alors que Pius Stickney prend le contrôle en tant comme lige de Voldemort, on ne sait pas exactement ce qu'il advient de Percy lors de cette journée. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il continuera à travailler pour le ministère. Cependant, Percy n'est pas fou non plus, il se rend bien compte quand même de ce qu'il se passe et ne peut légitimement être en accord avec les idéaux du nouveau régime. Mais la difficulté dans ce genre de situation réside quand même dans le fait qu'il vaut mieux se faire discret pour ne pas subir des choses pour le moins malveillantes de la part d'un régime pour le coup totalement dictatorial. On peut faire l'hypothèse qu'il a établi à un moment donné un contact avec quelqu'un de la résistance, ou tout du moins ce qui subsiste de l'ordre du Phénix. A-t-il passé des informations concernant ce qu'il se passait au ministère de la Magie à membres de la résistance contre Voldemort? C'est pas totalement impossible, même si à ce stade on ne peut évidemment surtout pas le confirmer. On pourrait penser effectivement notamment à Albus Dumbledore, mais rien n'est moins sûr. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il répondra présent lors de la bataille de Poudlard et transplanera jusqu'à la tête de Sanglier pour emprunter le tunnel secret dissimulé derrière le portrait d'Ariana Dumbledore. En arrivant dans la salle sur demande, il tombera nez à nez avec la grande majorité de sa famille et pour la première fois il présentera des excuses qui seront reçues et c'est le moins que l'on puisse dire, on ne peut plus froidement, mais c'était parfaitement logique et normal après tout ce qu'il s'était passé. Cependant, Percy est présent au moment peut-être le plus important de l'histoire du monde magique britannique et il est du bon côté et déterminé à se battre. C'est l'heure de la grande rédemption et du grand pardon pour Percy Weasley. Cette soirée d'ailleurs de la bataille de Poudlard sera on ne peut plus déterminante pour lui, car on a le sentiment que c'est une lutte qu'il va mener contre lui-même et en même temps qu'une traversée quelque part du purgatoire pour expier ses fautes et ses péchés. Dans la première partie de la bataille de Poudlard, il va faire face aux côtés de Fred Weasley à son ancien patron le ministre de la Magie. Lui-même, il va même plaisanter en lui remettant sa démission alors qu'il est en train de se battre contre lui et symboliquement contre sa propre recherche de l'ambition et du pouvoir. Fred fut tellement surpris d'entendre Percy faire une plaisanterie, car cela n'avait jamais été le cas, qu'il en oubliera les règles élémentaires de prudence et c'est malheureusement à ce moment-là et dans ce moment-là de retour
retrouvailles entre deux frères que Fred va mourir des conséquences d'une explosion dans le couloir au sein duquel il se battait. Percy Weasley va dès lors s'effondrer et refusera même de laisser le corps de son frère. Il faudra que Harry Potter et Ron Weasley l'aident à mettre le corps de Fred à l'abri pour que ce dernier reprenne le combat et se lance à la poursuite d'Augustus Rockwood, le mange-mort, qui s'en prenait à des élèves de Poudlard qui tentaient de défendre l'école. Quand la seconde partie de la bataille éclate, Percy Weasley, qui a beaucoup pleuré la mort de son frère, va avoir l'occasion, une fois de plus, de se venger et d'autre part de se réconcilier avec sa famille. Il combattra côte à côte Pius Tignis avec son père et réussira à l'abattre alors que Lee Weasley, elle, s'occupera de défaire Bellatrix Lestrange. À la fin de la bataille, l'heure n'est plus aux divisions de la famille Weasley, désormais il faut panser les plaies, c'est tout ce qui compte. Après la fin de cette seconde guerre des sorciers, on sait que Percy Weasley sera nommé à la tête du département des transports magiques sous le mandat de Kingsley Shacklebolt. A priori, sa carrière ministérielle s'arrêtera là, il ne montera pas plus loin. D'un point de vue plus personnel, on sait qu'il se mariera avec une femme nommée Audrey, dont on ne connaît d'ailleurs pas le nom, et aura 2 filles, dont l'une portera le nom de sa mère Molly, signe que la réconciliation a donc bel et bien eu lieu dans la famille Weasley. La seconde fille s'appellera, quant à elle, Lucy, sans qu'on puisse tracer l'origine de ce prénom, qui est peut-être une origine totalement hasardeuse et fortuite, sans explication nécessaire derrière. Voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire du personnage de Percy Weasley. Un personnage, comme vous l'avez vu, qui est assez intéressant à étudier, parce qu'en réalité on se rend bien compte finalement que derrière ce personnage il y a une critique mise en place par J.K. Rowling en fait de tout ce qui constitue aujourd'hui un peu le personnel politique. Alors c'est vrai en Grande-Bretagne, mais on le retrouve finalement dans toutes les démocraties occidentales, et même, allons plus loin, dans tous les régimes politiques. C'est-à-dire des gens qui sont ambitieux, qui sont enfermés finalement dans cette recherche permanente du pouvoir et de la légitimité, la loyauté à des institutions dans lesquelles ils croient, même si elles sont aujourd'hui dévoyées, on le voit bien avec le ministère de la magie. Percy Weasley, c'est la critique finalement de ce système qui broie les gens, puisque Percy Weasley a été broyé également par ce système-là, et finalement qu'ils ne pensent plus qu'à leurs propres intérêts au détriment des intérêts les plus importants pour la politique, et qui devraient normalement être les plus importants pour la politique, c'est-à-dire la communauté qu'ils servent, et donc en l'occurrence le peuple des sorciers du monde britannique. Mais en l'occurrence, c'est vrai que ce personnage de Percy Weasley, c'est un personnage qui à la fois a une histoire absolument passionnante et une histoire en fait absolument triste. Parce qu'on a le sentiment que pendant toute la première partie de sa vie, en tout cas on va dire globalement pendant les 30 premières années, il a eu une vision finalement de la vie qui n'était qu'une vision habitée par l'ambition, par le pouvoir, par finalement tous les sentiments les plus vils que peut ressentir un homme complètement carriériste, concentré finalement uniquement sur sa carrière, uniquement sur la manière de percevoir le monde sous un prisme très particulier. Percy Weasley était un très gros travailleur à Poudlard et il sera un très gros travailleur au ministère de la magie, mais pour autant effectivement avoir cette ambition absolument dévorante et sans avoir finalement derrière un but totalement légitime, c'est-à-dire le but de servir non pas des institutions mais de servir la communauté du monde des sorciers de Grande-Bretagne, et on se rend bien compte finalement de tout ce que cela produit. On voit aussi bien finalement les limites qu'il peut exister parfois dans une famille où on peut se fâcher pour des raisons qui sont compliquées et où parfois effectivement certaines situations peuvent être vécues par des enfants de manière plus violente que les autres enfants de la fratrie ne peuvent entre guillemets le percevoir. On sent bien que Percy, dès le début en fait de sa vie, a un souci avec sa place dans le monde des sorciers. Il sait qu'il vient d'une famille de sang pur, on vous l'a dit en début de vidéo, et quelque part, est-ce que cela n'a pas joué inconsciemment finalement sur sa volonté d'être autre chose que les simples gentils Weasley qui habitent dans leur maison faite de briques et de broc? On peut imaginer évidemment que c'est quand même très largement présent dans sa manière de percevoir finalement un petit peu le monde. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quelque part dans le personnage de Percy Weasley, et comme très souvent chez J.K. Rowling, une dimension un petit peu miroir. Et en fait, comme à son habitude, J.K. Rowling a pour habitude d'opposer en fait deux personnalités qui ont sensiblement les mêmes traits, mais qui finissent tout à fait différemment. Et c'est le cas par exemple pour Hermione Granger. Hermione Granger, tout comme Percy Weasley, est une très grosse travailleuse, elle a une force de travail qui est absolument hallucinante, mais contrairement finalement à Percy Weasley, malgré le fait qu'elle ait de l'ambition et que c'est une femme, en tout cas une jeune fille, et puis ensuite une adolescente et une femme qui a envie de réussir de grandes choses et de finalement servir sa communauté, on voit bien en fait qu'il y a eu à un moment donné un schisme entre ces deux personnages, entre d'un côté Percy Weasley qui lui est concentré uniquement sur la dimension de l'ambition, du pouvoir et finalement de cette espèce de force innée qu'est la politique, et de l'autre côté Hermione Granger qui à la fin de la bataille de Poudlard, alors que les portes du ministère de la magie s'ouvraient à elle, préfère quand même finir ses aspics et ensuite préfère intégrer le département
de soin aux créatures magiques pour s'occuper par exemple du statut des elfes de maison et pour servir finalement tout ce qui constitue la communauté des sorciers et également des créatures magiques de Grande-Bretagne. Et là-dessus on voit tout de suite la différence d'approche et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que finalement c'est Hermione Granger qui terminera ministre de la magie et non pas Percy Weasley. On peut imaginer que Percy Weasley avait cette volonté un jour ou l'autre de devenir ministre de la magie, ça semblerait absolument logique et totalement classique dans le parcours qui a été le sien et dans le parcours qu'il a essayé de démontrer au fur et à mesure. En l'occurrence, ça ne se produira pas, mais c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il avait cette volonté et cette ambition-là qui lui aura échappé parce que, effectivement, dans cette logique en fait de miroir qu'utilise J.K. Rowling, on s'aperçoit bien que Hermione Granger a choisi un chemin qui se ressemblait au départ, mais avec des inclinaisons qui étaient tout à fait différentes et que la volonté d'Hermione de servir finalement des causes qu'elle estime être justes était quand même bien supérieure à la volonté de Percy Weasley de servir uniquement la cause finalement de l'ambition et la cause du pouvoir sans pour autant avoir une véritable réflexion derrière. Donc voilà, cette vidéo est un peu longue, on le sait, on est désolé, en même temps on a vu sur la vidéo sur Ginny Weasley que vous aimiez bien les vidéos longues et on se voyait pas traiter finalement le personnage de Percy Weasley comme ça dans une petite vidéo qui ferait 5-6 minutes parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce personnage, sa psychologie est tellement intéressante, son évolution est tellement intéressante dans le roman que vraiment ça nécessitait en fait qu'on puisse vous en parler pendant un petit moment et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir à écrire cette vidéo qui n'était pas simple parce qu'il a fallu faire des recherches et on s'est posé quand même beaucoup de questions sur la manière dont était abordé ce personnage par J.K. Rowling et au final c'est vrai qu'on a trouvé beaucoup de choses à dire parce que J.K. Rowling a là-dessus encore une fois créé finalement un univers et on s'en rend compte en fait personnage après personnage, histoire après histoire, c'est un univers qui est complètement fou avec une profondeur y compris sur des personnages qui sont très secondaires parce que Percy Weasley on le voit un petit peu plus évidemment dans le roman et dans l'adaptation cinématographique il doit avoir en tout et pour tout 3 minutes de temps de présence à l'écran cumulé sur toute la saga, ça doit être quelque chose de cet ordre là alors qu'en fait c'est un personnage qui est intéressant parce que son histoire, sa psychologie, sa manière d'aborder les choses apporte quand même beaucoup de choses au récit donc c'est vrai qu'on tenait vraiment à faire cette vidéo de manière assez longue pour pouvoir entre guillemets rendre hommage à la fois au travail d'écriture extraordinaire qui est celui de J.K. Rowling et en même temps aussi rendre hommage à ce personnage de Percy Weasley qu'on n'aime pas nécessairement beaucoup et il y a beaucoup de raisons de ne pas l'aimer mais par contre voilà il y a une véritable forme d'intérêt quand même pour ce personnage dans lequel J.K. Rowling a enfermé un certain nombre de messages notamment à destination finalement quelque part des politiques ce qui est assez marrant et ce qui correspond bien à son rôle d'activiste qu'elle essaye parfois d'avoir pour faire évoluer un certain nombre de sujets et notamment les sujets qu'elle porte depuis des années comme la protection de l'enfance ou la protection des femmes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire vous dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo et ce que vous pensez du personnage de Percy Weasley, ça nous ferait vraiment plaisir de pouvoir lire ce que vous avez pensé de notre travail. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures, vous allez voir samedi on va avoir une vidéo un petit peu compliquée qu'on va essayer de vous faire, on est en train de l'écrire et elle nous demande aussi pas mal de temps, ce sera une vidéo relativement courte mais dans laquelle on va essayer d'avancer des théories plus ou moins intéressantes, en tout cas on espère qu'elles seront en tout cas un petit peu plus intéressantes que ce qu'on pourrait éventuellement produire. Bref, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent, merci de rejoindre cette chaîne. Ça nous fait toujours très plaisir de constater que notre nombre d'abonnés ne cesse de grandir. On a dépassé les 3000 abonnés en moins d'1 an et demi. Pour nous, c'est quelque chose de complètement dingue. On arrive à peine à y croire tellement c'est magique pour nous. On a commencé cette chaîne le 1er juin et là on est tout juste au mois de février et on est à 3000 abonnés. C'est absolument colossal en 1 an et demi avec plus de 5 années d'écoute. On va bientôt dépasser probablement le mois prochain les 400 000 vues. Enfin pour nous c'est quelque chose d'absolument incroyable et vous êtes une communauté absolument formidable et là-dessus on tenait vraiment à vous remercier. Donc pour tous ceux qui nous rejoignent, encore merci. N'hésitez pas si la vidéo vous a plu à vous abonner à notre chaîne pour que vous puissiez voir tous les autres contenus que l'on produit et on produit 2 vidéos par semaine. On est déjà à bien plus de 200 vidéos sur cette chaîne, ce qui est quand même un bel objectif qu'on s'était fixé et qu'on arrive à tenir avec un rythme de 2 vidéos par semaine. Et puis pour tous ceux qui sont là depuis un moment, sans vous la chaîne ne serait rien, donc on continue évidemment toujours à vous remercier parce que c'est vrai que c'est vous qui faites vivre finalement notre chaîne et qui faites vivre le contenu que l'on vous produit, donc ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous laisser un petit like et évidemment pour qu'on puisse voir que notre vidéo et que notre contenu vous plaise. Dites-nous aussi pourquoi pas dans les commentaires quel autre personnage du monde magique vous souhaiteriez qu'on puisse traiter. Alors il y a les personnages principaux évidemment, mais il y a aussi les personnages secondaires et nous c'est vrai que pour l'instant on a une appétence assez particulière pour les personnages secondaires de l'histoire de Harry Potter ou même des animaux fantastiques parce que c'est des personnages
personnage à qui souvent on ne rend pas suffisamment hommage. Et là, en l'occurrence, il y a quand même beaucoup de choses à dire, comme vous avez pu le voir avec cette vidéo sur Percy Weasley. Voilà, donc c'est tout cette fois-ci. On vous laisse donc avec notre générique de fin et on se retrouve donc dès samedi ou peut-être avant, si l'actualité évidemment le nécessite. Mais a priori, on se retrouve dès samedi pour de toutes nouvelles aventures où on reparlera du prochain volet des Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. Mais on vous en dit pas plus pour l'instant, vous verrez tout ça samedi. Donc à tous, passez une très bonne fin de semaine.